3 personnes qui sont très vivantes et passionnantes. Comme ça, on est sûr que vous n'allez pas vous endormir. Et donc, on est ravis de commencer par la présentation de Céline Buch, qui a été nommée déjà plusieurs fois ce matin dans les conférences. Donc, d'où l'importance, ça souligne vraiment l'importance de ses travaux. Elle est professeure à la Haute École pédagogique de Lausanne. Non ? Université de Lausanne. À l'Université de Lausanne. Désolée. Et elle travaille depuis longtemps sur la coopération, le travail collaboratif. Et donc, c'est de ça qu'elle va vous parler aujourd'hui. Et encore merci d'être là. Alors, bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, j'ai la lourde tâche sur la digestion après ce repas de vous garder éveillés et de parler une quinzaine de minutes. Ça va le faire. Alors, juste précision, effectivement, donc c'est Céline Buch en France, Céline Bux en Suisse, mais c'est bien la même personne, et d'où toutes les déclinaisons possibles et imaginables, ça reste la même personne, mais plus personne ne sait. Voilà, toute la complexité d'une personne en un nom. Parfait. Alors, l'idée pour cette conférence, ça va être d'aborder très très rapidement 3 points. Je vais commencer par vous dire quelques mots sur la coopération structurée en classe. Je trouve que la coopération structurée, c'est important de la souligner, notamment dans un contexte français, puisqu'il y a plusieurs approches de coopération. Donc on va commencer par cette introduction sur la coopération structurée pour dire quelques mots des principes de pédagogie coopérative, voir que c'est particulièrement intéressant pour les CPS, mais que ça reste très compliqué. Et donc, on va basculer sur des propositions de mini-structures coopératives. Le tout en 15 minutes. Donc, la coopération, si on regarde les recherches, si on regarde les propositions qu'on trouve, on voit effectivement que cette coopération, elle est citée régulièrement comme ayant des bénéfices pour la qualité des apprentissages, des relations, de l'engagement, mais également sur la visée inclusive, sur la différenciation pédagogique, pour la gestion de classe efficace, pour le climat de classe et pour les CPS. Donc on fera un petit zoom dessus. Pour moi, ce qui est important à garder en tête, c'est que dans cette coopération, ce qui va être efficace, ce sont les interactions entre élèves. D'où le petit zoom qu'on va faire sur ces interactions-là, parce que c'est particulièrement important si on se dit que les bénéfices de la coopération proviennent des interactions entre élèves, de s'interroger sur ce qui permet aux élèves d'avoir des interactions qui sont porteuses. Et pour moi, très très rapidement dans le temps que j'ai, l'idée est d'aller souligner que dans tout ce que je vais vous dire, j'ai une paire de lunettes que je vais garder, c'est une attention aux élèves qui sont plus fragilisés. Ce qui va orienter les choix que je vais vous proposer, c'est effectivement le constat qu'on trouve notamment qui sont documentés dans les travaux de Cohen et Lotan, c'est que dans la classe, on a tous en tête, quand on observe, qu'il y a une certaine hiérarchie qui peut se mettre en place. Cette hiérarchie entre élèves, elle va venir du fait qu'on a des élèves qui ont un statut scolaire plus ou moins fort, qui sont plus ou moins populaires, mais également il y a des différences culturelles et sociales, il y a des différences en termes de genre, en termes d'ethnicité, il y a des habiletés spécifiques liées à la tâche qui est en train d'être travaillée, qui sont différentes, et tout ça, ça contribue à donner un statut parmi les pairs aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont avoir davantage de place, qui vont se sentir davantage autorisés à interagir, mais aussi qui vont être davantage sollicités. Donc ce n'est pas simplement eux. Il y a une dynamique qui se met en place qui fait qu'on a des élèves, si on leur propose d'interagir, de travailler en groupe, on a des élèves qui vont prendre plus de place et d'autres moins de place. Et pour moi, ça c'est un point de vigilance énorme que je vais garder tout du long de ce que je vais vous proposer. Parce que ce que j'ai en tête, c'est que ce statut parmi les pairs, donc on voit que ce n'est pas un chercheur ou l'enseignant qui attribue un statut, c'est les élèves qui se perçoivent à l'intérieur de la classe, qui sont perçus par les autres à l'intérieur de la classe. Ce statut parmi les pairs, notamment social et scolaire, il va avoir un impact particulièrement important sur les comportements, la participation, et ce que montrent les recherches, notamment en termes d'apprentissage, d'inclusion, c'est que c'est la participation active des élèves dans les interactions
qui va être porteuse. Donc si je ne fais rien en tant qu'enseignant-enseignante et que je propose du travail de groupe, que je propose aux élèves de coopérer, mais que je ne prête pas attention à ces dynamiques, pour moi, le point de vigilance, il est que je risque de contribuer à généraliser les statuts et à renforcer les écarts entre les élèves plutôt qu'à les réduire. Donc ça, c'est vraiment mon point de départ. C'est ce qui m'a amené effectivement à garder cette approche structurée, parce que pour moi, cette approche structurée, c'est une approche coopérative qui va soutenir les élèves fragilisés. Avec, je garde en tête, l'importance de la participation active. C'est le fait d'expliquer... Il y a plein de places devant, si vous voulez. C'est le fait d'apporter, de verbaliser, d'apporter des explications, de pouvoir résumer des informations. C'est ça qui va être porteur, bien sûr, dans un contexte serein. On fait la même chose en se sentant évalué, ça ne va pas donner le même résultat. Et moi, c'est ce qui m'amène, du coup, à aller m'intéresser à cette approche structurée qui s'inspire des travaux nord-américains, donc pas parce que c'est nord-américain, mais parce que ça nous permet d'avoir, on a des représentants qui vont vous parler tout à l'heure, ça permet d'avoir des principes de structuration. Et notamment, alors, dans le temps que j'ai, je vais vous dire juste quelques mots sur chacun de ces principes pour dire qu'est-ce qu'on en garde pour la suite. Mais on va avoir des principes pour organiser les interactions. Notamment, un des principes fondamentaux de la coopération, c'est la manière dont l'interdépendance entre les élèves, elle est structurée. Et ce qu'on va chercher à faire percevoir, c'est une interdépendance positive, c'est-à-dire que les élèves perçoivent que plus l'un avance, plus l'un apprend, plus l'un progresse dans la tâche, plus ça va aider les autres à apprendre et à progresser. Définition hyper courte de l'interdépendance positive. On pourra y revenir s'il y a des questions. Alors bien sûr, les questions des enseignants, en première question, c'est comment on fait les groupes ? Alors, on pourrait y passer un certain temps ensemble pour décortiquer cette question. On a peu d'éléments de recherche qui vont nous permettre d'aller structurer de manière fiable les groupes et de compter sur une soi-disant composition magique. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder l'ensemble des autres principes pour aller structurer les interactions sans avoir à me reposer sur une composition, une formation des groupes pseudo-magiques. Et autre élément pour organiser les interactions, c'est la responsabilisation. Donc, souvent on dit oui, mais les élèves, il y en a qui ne font pas. Oui, on a vu, leur statut leur permet de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses. Donc, pour moi, ce sont des responsabilités qui sont partagées entre l'enseignant, l'enseignante qui va rendre possible la contribution de tous les élèves, rendre visible la contribution de tous les élèves et axer les élèves sur la qualité des apprentissages et pas forcément du produit collectif. Parce que là, effectivement, il y a des raisons pour lesquelles on va demander à certains de surtout bien rester en retrait pour ne pas tout gâcher. D'accord ? Donc, responsabilisation de l'enseignant qui va, dans ses consignes, augmenter cette responsabilité individuelle pour que les élèves soient amenés à faire des efforts et faciliter les efforts des autres. Et on a également des principes pour aller préparer les élèves à coopérer. Tout ce qui va toucher la manière de créer un climat de classe soutenant les apprentissages, un soutien socio-émotionnel, l'organisation de la classe. Donc, vous voyez, dans ce climat de classe, on peut y faire rentrer beaucoup de choses avec un travail, et là peut-être qu'on rejoint un peu plus spécifique, il en a été question dans les conférences de ce matin, la question des habiletés coopératives, avec l'idée que ce n'est pas parce qu'on leur demande de travailler ensemble qu'il y a des habiletés coopératives. Le principe, ce n'est pas il y a des habiletés coopératives, c'est on travaille de manière explicite les habiletés coopératives en les décortiquant, ensuite en proposant aux élèves de les mettre en œuvre et ensuite en les faisant réfléchir, ça a été discuté aussi ce matin, sur ce qui a fonctionné, ce qu'on peut améliorer, comment on peut le retravailler. Donc, de manière très, très, très rapide, le panorama, quand je parle de coopération structurée, c'est ça que j'ai en tête. Avec toujours une attention aux élèves fragilisés
Ce qui, pour moi, m'amène effectivement à, y compris, on le verra tout à l'heure, dans des activités très courtes, à toujours aller structurer les propositions d'interaction de manière à ce que tout le monde, pour que ça soit plus facile pour tout le monde de rentrer dedans, et en prenant en compte donc non seulement la participation égale, mais la participation équitable, c'est-à-dire en donnant un petit coup de main, en soutenant un peu plus les élèves plus fragilisés, pour qui c'est un peu plus compliqué de rentrer dans les interactions. Donc c'est ces éléments-là qu'on va garder en tête. Par rapport au CPS, je vous présente une série d'études que je trouve intéressantes dans la mesure où on a des écoles qui sont volontaires pour participer à une formation continue sur la coopération. Donc une formation de 3 jours et demi avec aussi le personnel administratif, la direction, des visios régulières et des ressources à disposition. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est qu'on a 7 écoles qui ont été formées dès le départ, et 8 écoles en attente. Et vous imaginez bien qu'on a pris des mesures pour ces 2 types d'écoles de manière longitudinale, en lien avec, donc là je vais vous axer sur les liens avec les CPS. Ce que montre cette étude, c'est que par rapport aux 8 écoles qui sont en attente, les écoles qui ont été formées, dans ces écoles-là, les élèves rapportent davantage de proximité sociale entre les élèves. Il y a moins de problèmes émotionnels et de stress rapportés par les élèves, moins de nombre d'actes de harcèlement ou de victimisation. Pour l'ensemble des élèves, donc en termes d'efficacité, c'est bénéfique pour l'ensemble de ces élèves, mais également on a moins de stress ressenti par les élèves qui étaient initialement marginalisés. Donc en termes d'équité, ça peut donner un coup de pouce à ces élèves-là qui perçoivent qu'ils ont été davantage soutenus dans ces écoles que dans les autres écoles. Donc on a des éléments qui peuvent être intéressants avec un certain nombre de bénéfices. Quand on regarde dans les enquêtes, on voit que les enseignants et les enseignantes ont plutôt une posture qui est alignée. Ils valorisent la coopération pour la qualité des relations, pour la qualité des apprentissages. Donc, leurs valeurs sont compatibles avec. Maintenant, on n'a pas fait ce détour-là, mais si on commence... Voilà, j'aime bien vos têtes. Je devrais prendre une photo à ce moment-là. Donc, volontairement, si... Ça, c'est le modèle complet. Si on présente c'est pas pour lire, on est bien d'accord. Mais si on présente ce modèle complet, la première réaction, c'est « Ah oui, c'est quand même compliqué ». Oui, c'est compliqué et effectivement, ce qu'on documente aussi dans les études, c'est qu'il y a un certain nombre de défis pratiques pour mettre en œuvre, mais également des tensions idéologiques. On est dans une société, dans un système éducatif qui est individualiste, compétitif, donc c'est aussi pas si facile pour les enseignants, enseignantes et pour les élèves de rentrer dans ces dispositifs. Donc en tout cas, moi, ce constat m'a très fortement interrogée pendant un certain temps, en me disant, c'est un peu dommage parce qu'on a quelque chose d'intéressant, on voit que ça peut donner des bénéfices, mais c'est suffisamment compliqué pour que ça ne soit pas complètement adapté à nos réalités de classe. Donc on fait quoi ? Ça a été un petit peu, moi, ce qui m'a amené à aller regarder du côté de la littérature sur Active Learning, sur les propositions de Spencer Kagan, qui au départ, je me suis dit, oh, ça ne paye pas de mine. Ok, ça ne paye pas de mine, mais peut-être que ça nous permet de faire quelque chose de différent. Donc, le message dans le temps, il me reste 5 minutes, un peu plus. Donc, le message ici, c'est de se dire, ce détour par les principes de pédagogie coopérative, pour moi, il est primordial. On le garde en tête. C'est notre toile de fond. Mais qu'est-ce qu'on en garde pour aller faire quelque chose de réaliste ? Quels sont les compromis réalistes qu'on peut proposer ? Ce qu'on est en train d'explorer en ce moment, c'est effectivement des propositions de mini-structures coopératives. Donc l'idée, alors au départ je disais mini parce que je les percevais comme des temps très courts. Puis finalement quand je vais observer dans les classes ce qui se passe, parfois c'est pas forcément un temps si court que ça. Et donc peut-être que le mini, c'est quel est le minimum vital ou acceptable que je garde des principes de pédagogie coopérative pour qu'il en reste quelque chose d'efficace.
Et donc, vous voyez que le code... Y a-t-il des daltoniens et daltoniennes dans la salle? Oui? Ok, désolé. Alors, j'ai pas mis la version avec Picto. Donc, tout en haut, on avait le climat. On retrouve le climat ici. Donc, normalement, c'est pavé saumon ou papaye. Ça dépend les variantes. On va retrouver donc ce climat constructif, la responsabilisation, l'interdépendance positive, avec une petite nuance, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de viser, c'est plus forcément des interactions constructives, parce que ça prend du temps à développer. Vous voyez la nuance que propose Spencer Kagan et que je trouve intéressante, c'est on a des interactions simultanées, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que dans le même temps, il y a un maximum d'élèves qui soient en interaction en même temps, avec une participation égale. Donc c'est ça qu'on va avoir en tête. Et si tout va bien, normalement, le son va marcher. Je vous propose d'illustrer ce qu'est une mini-structure et le petit pas de côté avec deux situations. Il faut juste que je vérifie que ça marche bien. Normalement, oui. Non, il faut appuyer sur le bouton. Ah, il faut appuyer sur le bouton, mais là. Oui. Hop, voilà. Donc vous allez voir la même classe, la même séance, une première partie dans un questionnement plutôt classique. Je vous demande combien d'élèves s'expriment, combien de réponses. Là, qu'est-ce qu'on va apprendre en badminton? Le son n'est pas bon, mais c'est sous-titré. Je t'écoute. Allez, ça. On va apprendre à lancer du volet. Elena. Ok. Lucas. On va apprendre à jouer sur les côtés, loin, devant et voilà. Yann. Timéo. Afin de stratégie. De stratégie. Manon. Joue en équipe. Voilà. Allez, ça. Ok. Tyler, est-ce que tu as besoin d'un moment encore un peu important pour répondre à la question? Est-ce que tu as besoin de plus de temps? Quelle était la question? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ok. Très bien. Oui, si on va apprendre à faire bouger l'adversaire. par exemple. Très bien. Donc première partie, deuxième partie, même classe. Et vous vous mettez en face d'un copain et d'une copine. Ok. Alors vous savez quoi, on va mettre un côté lac, un côté national. Voilà, on se passe comme ça. Parfait. Un côté ici, lac, et un côté lac. Parfait. Allez, super. On réfléchit dans sa tête. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui en badminton? C'est personnel, tout à l'heure, c'est dans sa tête. Pas de communication? Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui en badminton? Si j'ai la réponse, je me tais. Et j'attends les 30 secondes. Comment ceux qui sont côté lac? Top, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui en badminton? Tu fais comment pour faire des échanges avec Si vous avez fini avant les 30 secondes, j'aimerais que vous posiez plein de questions au copain à la copine pour l'aider à monter en compétence, à ce qu'il progresse. Entendu? mieux servir peut-être? Oui, un peu mieux servir. Se déplacer? Oui, se déplacer. Je me déplaçais moins avant et puis voilà. Tu as établi une meilleure stratégie ou pas? Non, pas trop. Ou tu as utilisé la même que d'habitude, tu fais au badminton? La même d'habitude. D'accord. À mieux faire peut-être des services en l'air? Des services en l'air? Oui, si, mieux servir. Donner des services en l'air et voilà. Je faisais des échanges, j'ai appris à compter des points, j'ai appris à faire du travail d'équipe et à faire des choix. Enfin, pas à faire des choix, mais faire du travail d'équipe avec qui on jouait, même si on n'apprécie pas vraiment la personne. Entendu. Merci à tous.
Donc, vous voyez qu'il n'y a pas forcément énormément de différences. C'est un petit pas de côté qu'il y a derrière qui illustre c'est quoi les interactions simultanées. Là, en 2 fois 30 secondes, tout le monde a parlé. Donc c'est en ça qu'on parle d'interaction simultanée. Et effectivement, c'est des propositions. Alors si vous voulez approfondir, vous pouvez trouver des éléments dans la lettre du passeur de juin 2024 avec des illustrations sous forme de sketch notes et des visuels pour pouvoir approfondir. L'idée ici qui a été illustrée dans la petite vidéo, c'est finalement quelles sont les étapes qu'on propose. Donc, on a le code couleur pour les principes qu'on va retrouver sur les étapes. Donc, première étape, qu'est-ce que je fais pour que ça soit facile pour chaque élève de s'engager dans l'activité? Donc, comment je rends les élèves confortables, en sécurité? Comment je leur permets de se préparer avant d'interagir? Ça peut prendre plein de formes différentes. De la réflexion individuelle, à aller consulter un aide-mémoire, à faire un rappel en collectif. Mais en tout cas, avant l'interaction, je m'assure qu'ils sont prêts à échanger, à l'aise, en sécurité. Vous connaissez les élèves, ça permet d'être à proximité et d'étayer ceux qui pourraient avoir besoin. Et ensuite, une interaction simultanée structurée pour que chaque élève participe. Et voyez qu'ici, l'interdépendance et la responsabilisation, elles sont sous forme très très légère. Qui fait quoi, quand? Je vous ai mis comment. Le comment, il peut être travaillé dans la première partie pour les préparer. Et ici, ils appliquent le comment. Donc, ça peut être des tours de parole, mais c'est pas vous avez 1 minute pour échanger sur ce que vous avez appris. C'est 30 secondes l'un, 30 secondes l'autre. Pendant ce temps, l'enseignante circule, prend des informations, régule et donc peut rebondir, valoriser la prise de parole des uns et des autres avec des retours en collectif si c'est nécessaire. Si ce qu'on a entendu, on se dit que c'est nécessaire de faire un retour en collectif et dans ces retours, on va responsabiliser et valoriser la parole des élèves. Ça paye pas de mine. On voit, alors il manque encore de travaux très rigoureux, mais on a des premières équisses, notamment faites par l'équipe de Spencer Kagan, où on voit qu'à l'échelle d'un établissement, au fur et à mesure des semaines où on a introduit ces mini-structures, très rapidement, on a des comportements problématiques, des insultes, des conflits, le fait de ne pas faire le boulot, qui diminuent au cours des 6 premières semaines et qui perdurent dans le temps. Au bout de 2 années, de 3 années, ça continue à réduire et en parallèle, on voit qu'il y a des comportements positifs, prosociaux qui se mettent en place. Avec effectivement, donc durablement, et on voit moins d'élèves isolés, peu choisis, davantage de compétences sociales qui sont rapportées au sein des classes, même dans des classes où il y a des élèves qui sont identifiés comme ayant des difficultés de comportement, et les enseignants rapportent moins de temps de gestion sur la tâche. Hop, on va passer là. Pour approfondir, si vous voulez aller regarder, vous avez le parcours INSPE où vous avez à la fois des témoignages d'enseignants et des illustrations en classe qui sont commentées par des chercheurs, mais aussi par l'enseignante qui a mis en place. Donc ça permet d'aller approfondir. Et ce qu'on essaye de faire en ce moment dans l'académie, notamment de Grenoble, avec un groupe... Donc, c'est dans le cadre de la thèse d'Émilie Charlotte, qui est co-dirigée par Sylvie Van Lint à la HEP, donc à la Haute École Pédagogique de Lausanne, Pascal Pensu à Grenoble et moi-même. Et donc, avec un groupe de 4 formateurs qui a co-construit une formation de formateurs. Donc, ça, c'est les formateurs qu'on a formés. Et on est en train, avec des formations d'initiative territoriales, de proposer ces formations et d'aller tester ce que ça fait. Donc, à la fois en termes d'évolution des connaissances pour les enseignants sur la coopération, des transferts des pratiques en classe, et on va aller jusqu'au niveau élève avec le développement perçu des compétences psychosociales. Donc voilà un petit peu là où on en est, et il nous reste quelques instants pour vos suggestions et vos questions. Merci beaucoup Céline pour cette présentation très claire et stimulante. Y a-t-il des questions, des commentaires pendant que Julie installe sa présentation? J'ai eu peur que vous soyez endormis, mais non.
Sur le graphique que vous nous avez présenté avec les résultats et les effets sur le terrain de la mise en place de ces structures coopératives, à quelle échelle elles sont mises en place dans ces établissements-là? À chaque cours? C'est plusieurs fois par semaine? Plusieurs profs? Ça peut être à géométrie variable et on n'a pas forcément l'ensemble des informations. Ah ouais, ok. Je vais peut-être prendre le micro pour vous répondre. Ah ben non, je ne l'ai plus. On n'a pas forcément l'ensemble des informations dans les papiers, et c'est pour ça que nous, dans les études qu'on est en train de faire, l'idée c'est aussi que les enseignants-enseignantes s'engagent à nous rapporter la fréquence à laquelle ils et elles le mettent en place, parce qu'on fait l'hypothèse que ça peut être un modérateur. Oui, en termes de quantité, en termes de qualité de mise en place des mini-structures, donc effectivement, on est en train de le documenter. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, alors il y a une difficulté technique, ça n'a pas encore l'écran, donc il faut avoir une certaine dextérité pour jouer là. Ce qui est en train de se passer. Merci encore Céline. Merci à vous. Donc, je suis très heureuse et vraiment extrêmement reconnaissante à Julie Lane qui est venue donc du Canada. Elle est professeure agrégée à l'université de Sherbrooke et responsable du centre de santé mentale, comment on l'appelle ? Centre de santé mentale. Donc, elle porte beaucoup de projets sur le développement de la santé mentale, notamment chez les étudiants, mais aussi elle a développé tout un parcours sur les compétences psychosociales tout au long de la scolarité, avec des outils que vous pouvez trouver en ligne, des formations qu'il dispense également gratuitement. Donc vraiment, c'est très précieux tout ce travail qui a été fait et qui a été évalué et qui est encore en cours d'évaluation. Donc on est très heureux de pouvoir en savoir plus sur ce projet. Merci Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca, pour l'invitation. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, on a parfois un petit langage un peu déformé, coloré. C'est un plaisir d'être parmi vous pour vous parler d'ARPIS, qui nous permet de développer les compétences psychosociales de la maternelle jusqu'à l'université dans une progression complète, un séquençage complet. C'est la mission qu'on m'a donnée, mais j'ai développé une mission secrète cette semaine. Alors, j'étais dans un autre institut d'été à Besançon, un institut en promotion de la santé, où j'ai pu voir les débats qui sont au cœur de votre travail. Donc, est-ce qu'on fait des ateliers séquencés où on implante des programmes probants? Les programmes probants, est-ce qu'on les aime ou on les déteste? Alors, mon objectif caché est peut-être de déconstruire certaines préconceptions négatives en lien avec les programmes probants. Ils ne sont pas tous pareils. Et peut-être ouvrir la voie sur la possibilité d'utiliser un programme probant, adapté et flexible, je vais ajouter ce mot-là autour, et avec des ateliers séquencés qui peuvent être construits par les gens qui développent les compétences. C'est un peu le débat que j'aimerais ouvrir avec vous. Fait que moi aussi, je me donne une mission de vous parler pendant 15 minutes pour qu'on puisse avoir le temps de se parler. Avant de débuter, peut-être vous parler un peu de moi, mes présupposés. Bien que j'avais un doctorat en éducation, je ne voulais pas être professeur-chercheur. Je voulais travailler en proximité avec les milieux de pratique, puis actualiser la mission que je porte depuis longtemps, contribuer au bien-être des populations, idéalement les populations les plus vulnérables. Donc, j'ai pris mon bagage en éducation, en psychologie cognitive, en accompagnement du changement, puis je suis allée travailler dans le réseau de la santé pendant 15 ans, où j'ai développé une expertise en mobilisation des connaissances, sciences d'implantation, peu connue au Québec, et je réalise peut-être peu connue en France, qui nous permet vraiment d'avoir des cadres de référence pour développer des innovations, des programmes enchâssés dans les besoins des gens sur le terrain, alignés sur les orientations, qui suscitent une adhésion.
Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 15 années où j'avais des mandats du ministère de la Santé d'accompagner l'implantation de programmes et pratiques cliniques et de gestion dans l'ensemble du réseau. Et il y a 7 ans à peu près, l'Université de Sherbrooke m'a approché pour envisager de devenir professeur. Vous devinerez que j'ai dit oui. Et finalement, j'adore ça. Je suis vraiment sur mon X, à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et je dirige le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale et également l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, qui fédère plus de 300 chercheurs à travers le Québec, personnes étudiantes et collaborateurs, qui souhaitent contribuer à un changement de culture, particulièrement dans les universités, où la culture de performance est très, très forte. Donc, c'est ce que je fais, plusieurs projets. Je développe plusieurs programmes probants et je les mets à l'échelle. Ça aussi, ça vous fait réagir, la mise à l'échelle. On ne peut pas mettre à l'échelle, les contextes sont différents. Alors moi, j'ai développé des outils, des cadres pour mettre à l'échelle de façon progressive en tenant compte des besoins et des réalités. Et j'ai développé, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, une trousse à outils pour aider les gens à développer des innovations ou des programmes dans cette perspective. Vous aurez tous les liens dans le diaporama. Donc, hors piste, développé par le centre que je dirige, qui n'a pas une mission recherche, mais une mission de développer des innovations qui partent de besoins exprimés par des gens comme vous. Donc, en 2017-2018, dans la ville de notre université, plusieurs acteurs avaient remarqué une augmentation des enjeux d'anxiété. Notre rôle est vraiment d'écouter ces acteurs-là, d'aller voir un petit peu partout dans le monde qu'est-ce qui existe, voir les besoins, développer une vision de ce qu'on pourrait faire, puis par la suite, co-construire un programme ou une innovation avec les acteurs terrain, en l'appuyant sur les bonnes pratiques, en l'implantant, en l'évaluant, en la réajustant, en essayant d'implanter dans plus de milieux. Et c'est comme ça que s'est développé le programme hors piste. On se rappelle, les mains levées l'ont été en 2017-2018. Puis aujourd'hui, on est quand même peu d'années plus tard, et c'est 1000 écoles primaires et secondaires au Québec, ça c'est de 4 ans jusqu'à 17 ans, qui implantent le programme actuellement. Et on a réussi aussi, mes anciens liens avec le réseau de la santé m'aident, à enchasser hors piste dans le plan d'action interministériel en santé mentale comme stratégie, parmi d'autres, pour assurer sa pérennité. Rapidement, voici un cadre issu de la science d'implantation qui est au cœur de tous nos travaux. Et je n'irai pas dans le détail, mais vous aurez les hyperliens pour en savoir davantage. Mais lorsqu'on utilise un processus comme ça, c'est pour s'assurer que toute innovation, tout programme qu'on développe, tout d'abord, on s'assure que ça n'existe pas ailleurs. Le peuple québécois est créatif et développe des innovations, mais plusieurs innovations qui ne sont pas pérennisées. Donc, beaucoup d'investissements humains et financiers, et ça dure quelques années et ça tombe à plat. On me dit cette semaine que vous êtes comme ça aussi. Donc, l'importance de regarder ce qui existe, ce qui fait ses preuves, de faire une analyse des besoins, des contextes, des orientations ministérielles, des facteurs qui peuvent faciliter ou freiner l'implantation de ce qu'on a le goût de mettre en place, de réfléchir soigneusement la stratégie de mise en œuvre, d'avoir des gens qui accompagnent la mise en œuvre sur le terrain, d'évaluer l'implantation et le retombé et de se préoccuper de la pérennisation. C'est à la fin du cycle, mais on s'en préoccupe dès le début. Donc, de s'assurer qu'on met en place des stratégies pour rendre les milieux autonomes, développer leur empowerment, leur autonomie dans l'utilisation du programme. Hors piste ne fait pas seulement qu'outiller les élèves et les étudiants à développer leurs compétences psychosociales, il vise également à contribuer à la mise en place d'un environnement sain et bienveillant
par toutes sortes de stratégies auprès de l'équipe école, même les personnes qui n'animent pas les ateliers, auprès des partenaires de l'école, auprès des parents également. Puis, on fait ça de la maternelle jusqu'à l'université dans un souci de mettre en place une continuité dans les apprentissages. Notre cible première est diminuer les troubles anxieux parce que c'était le besoin premier, mais vous le savez très bien parce que Rebecca l'a démontré ce matin que lorsqu'on développe les compétences psychosociales, on vient agir sur toutes sortes de troubles d'adaptation. Alors, il y a des diapositives pour lesquelles je vais passer très rapidement parce que Rebecca vous a bien expliqué ça ce matin. Les compétences psychosociales qu'on développe ressemblent beaucoup aux vôtres. On s'appuie sur l'Organisation mondiale de la santé. On est frileux sur certains mots. Donc, nous, on ne peut pas parler de gérer son stress. Les Québécois sont réfractaires à l'autorité. Donc, gestion, ça ne fonctionne pas. Donc, mais c'est des libellés très similaires aux vôtres. Pourquoi hors-piste? L'humain, la majorité des humains aiment bien rester dans sa zone de confort. La personne anxieuse encore plus. Donc, hors-piste tente d'inviter la personne à sortir de sa zone de confort pour aller dans la zone de possibilité en empruntant des nouveaux chemins, en prenant des risques. Donc, c'est un nom qu'on a développé avec une firme de communication, mais on a surtout testé le nom auprès des jeunes et ça faisait sens. Et chez nous, on pratique le ski hors-piste, ici aussi. Donc, c'est pour ça ce nom. Donc, je le disais tantôt, 3 volets, volet élèves, des ateliers auprès des élèves, de la maternelle jusqu'à l'université, des ateliers pour l'équipe école. On demande à chaque milieu qui implante hors-piste de mettre sur pied un comité d'implantation hors-piste composé de la direction d'école. La mobilisation du directeur ou de la directrice est névralgique et des représentants des enseignants, des professionnels. Chez nous, on a la chance d'avoir souvent psychologues, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, des représentants de jeunes aussi, parfois, des représentants des partenaires du réseau de la santé. Un autre des objectifs, c'est de créer un rapprochement entre le réseau de l'éducation et le réseau de la santé, puis tout un volet pour les parents. Ici, oui, vous avez la même réaction que pour l'image de tantôt. Vos idées seront bienvenues. On tente d'avoir en un coup d'œil ce qui est devenu hors-piste en si peu d'années. Donc, j'attire votre attention sur 2 choses. Ici, le continuum d'intervention de la prévention universelle jusqu'à l'intervention spécifique. Donc, il y a vraiment tout ce volet qui rejoint l'ensemble des élèves, l'ensemble des étudiants par des ateliers. Prévention universelle. Les élèves qui demeurent anxieux malgré leur participation à ce volet ont accès à de l'intervention spécifique en petits groupes d'élèves, petits groupes parents aussi, à l'école pour éviter la stigmatisation. On invite un professionnel du réseau de la santé à venir co-animer avec un professionnel de l'école. Intervention spécifique auprès des élèves qui sont très près d'avoir un diagnostic ou qui ont un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée ou autre. Donc, cette intervention-là se déroule dans les équipes santé mentale jeunesse des établissements du réseau de la santé au Québec. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais le code de couleur vous permet de voir les adaptations, les déclinaisons pour les différentes clientèles. Donc, en vert, le programme pour le préscolaire primaire. En bleu, pour nos écoles secondaires de 12 à 17 ans. En gris, pour la formation générale aux adultes, la formation professionnelle. Et en noir, en enseignement supérieur, entre autres, les universités. Chaque déclinaison a été développée suite à d'autres acteurs qui ont levé la main pour nous dire on a besoin de ça. Donc, tout ça depuis 2018 et aussi le bébé.
avec les communautés autochtones depuis 1 an et demi. C'est un travail où on doit recommencer complètement le cycle avec plusieurs communautés autochtones au Québec. Probablement qu'on va avoir plusieurs adaptations pour chacune de ces communautés. Les caractéristiques d'Orpis en un coup d'œil. Bien, l'appui du ministère qui finance une équipe qui accompagne les écoles, qui a positionné aussi le programme dans le plan d'action interministériel en santé mentale. La gratuité, comme tout ce qu'on développe, est gratuit. On donne accès à l'ensemble de ce qui est développé. On a un site Internet, vous aurez accès au matériel. Si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation du matériel pour animateurs, vous aurez juste à demander le mot de passe. Parfaitement aligné sur les orientations ministérielles des 2 ministères, une approche globale à visée systémique, un processus d'évaluation continue. À chaque année, on évalue une des composantes pour réajuster si c'est une nouvelle composante ou une nouvelle déclinaison, et aussi pour développer des données probantes sur ce type de programme-là. La progression des apprentissages tout au long du programme, donc il y a une cohérence, ça a été réfléchi de la maternelle à l'université. Un accompagnement dans l'implantation, une collaboration entre le réseau de la santé et le réseau de l'éducation, le continuum de la prévention à l'intervention. Vous appelez ça ici l'universalisme proportionné, je pense, ou la réponse à l'intervention. Oui. Appui théorique et, je pointe ici, modèle flexible. Donc, historiquement, les porteurs de programmes avaient une approche plus rigide, obsédée par la fidélité d'implantation. Vous avez peut-être animé où vous deviez lire mot à mot ce qu'il y avait dans le manuel. Les résultats d'évaluation de ces programmes-là démontrent que c'est un frein à l'implantation, cette obsession de fidélité. Donc, avec les évaluations successives, on arrive à identifier les composantes du programme où on peut dire au milieu, vous avez une totale liberté d'adaptation, mais les autres composantes pour lesquelles on leur dit, si vous souhaitez entraîner les effets positifs, voici les composantes pour lesquelles vous gagnez à l'implanter de façon plus fidèle. Vous avez ici la progression depuis 2017-2018 avec nos 3 écoles de Sherbrooke et on n'a pas fait de promotion. Ça suscite un engouement qui nous dépasse au Québec et même ailleurs au Canada, en France, en Suisse, ailleurs. Quelques écoles tombent sur notre site Internet. On ne fait pas de promotion. Il y a des journées comme aujourd'hui qui ouvrent parfois sur de nouvelles collaborations. À chaque fois, on dit aux nouveaux pays, on n'est pas certain que ça va être adapté à votre milieu, mais souvent, ce qu'on nous dit, bien, ça a été tellement co-construit par plusieurs acteurs qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent la route. Vous avez ici quelques exemples de matériel co-construit avec les acteurs terrain, clés en main, guides animateurs, du matériel pour l'animateur, des fiches à imprimer pour les élèves, vidéos, des histoires illustrées avec les petits personnages que vous voyez depuis tantôt, où les enfants s'identifient aux personnages, là, quand on est plus au préscolaire primaire, des ateliers interactifs avec des jeux de rôle, des mises en situation, des réflexions individuelles et collectives, des outils pour les parents, des fiches de réinvestissement aussi pour qu'ils puissent soutenir le réinvestissement des apprentissages, des ateliers spécifiques pour les parents, des ateliers, des outils pour l'équipe école, au-delà des animateurs, pour sensibiliser l'ensemble de l'équipe école à ce que c'est le développement des compétences psychosociales, et toutes sortes d'outils pour chaque membre de l'équipe école puisse être un vecteur du transfert des apprentissages des élèves.
Un programme qui fait la différence, je vous le disais, on évalue à chaque année. Vous pouvez aller voir les rapports annuels d'évaluation, les publications scientifiques qui découlent d'HORPIS, qui permettent de mieux comprendre l'anxiété, les facteurs qui facilitent ou freinent le déploiement de programmes comme ça, ou des publications qui mettent en lumière le processus novateur mis en place pour développer ce programme. Donc, je vais rapidement sur les résultats d'évaluation que j'ai essayé de synthétiser à la fois pour le préscolaire, primaire et secondaire, le volet prévention universelle. C'est très difficile d'avoir des effets en prévention universelle, mais on voit qu'on est capable de contribuer à la diminution de certains symptômes d'anxiété, encore plus chez les élèves plus anxieux, puis de développer certaines compétences psychosociales, donc au primaire et au secondaire également, encore plus de symptômes liés à l'anxiété au secondaire. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez aller sur le site web d'HORPIS. Vous avez accès à tout le matériel. Vous pouvez vous abonner à notre infolette pour connaître les nouveaux développements. On commence un HORPIS en milieu de travail qui pourra intéresser certains. Puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup. Un grand merci, Julie, pour la présentation, pour cette générosité de tout partager, tout rendre accessible et gratuit, et pour cette énergie incroyable déployée depuis des années. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? D'autres innovations? En tout cas, ouais, ça fait beaucoup de ressources qui sont disponibles et qui seront certainement très utiles pour vous. C'est pour ça qu'on était heureux que Julie accepte de venir jusqu'à nous pour vous les présenter. Ça fait vraiment une différence. Merci. Oui, bonjour, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai une question. Qui anime les interventions auprès des élèves et comment est-ce que vous évaluez je dirais l'adéquation ou plutôt l'obtention des effets dans la mesure où c'est probablement pas vous, j'imagine que vous formez des animateurs à animer et que vous avez évalué ça. Oui, ben, ma voix porte assez, hein, vous m'entendez? Sinon, j'ai l'habitude d'enseigner dans ce contexte-là. Le micro. Donc, notre but, c'est de rendre les milieux autonomes. Donc, ce sont le personnel enseignant qui est formé à animer les ateliers en prévention universelle. Pour ce qui est de l'intervention spécifique ou précoce, on veut que ce soit un professionnel, donc psychologue, psychoéducateur de l'école en collaboration avec le réseau de la santé. Puis, comment on évalue ça? On a une approche méthodologique vraiment multiméthode. Donc, on a un protocole d'évaluation pré-poste, questionnaire standardisé passé aux élèves avant, après. Mais on n'utilise pas juste ça. Donc, il y a vraiment des sondages auprès des élèves, des parents, des enseignants, des focus group auprès de ces acteurs-là. Le comité d'implantation qui planifie l'implantation et qui fait un retour d'implantation lors de son retour. On est là pour capter de l'information sur les facteurs qui ont facilité ou freiné l'implantation. Donc, on utilise tous ces outils-là. Puis, des fois, on a des opportunités financières pour aller faire certaines recherches plus pointues. J'en mène une présentement où on s'intéresse au Implementation Outcome avec un cadre de Proctor, où on s'intéresse au-delà de la fidélité, les autres Implementation Outcomes, l'adoption, le coût, la pérennisation. Donc, on mène cette recherche-là présentement. Merci. Merci encore, Julie. Alors, je suis très heureuse d'accueillir encore un collègue qui vient de l'étranger, cette fois de la Haute École pédagogique de Lausanne, donc Nicolas Burel, qui est enseignant-chercheur et spécialiste de la question des émotions en classe. Merci, Nico. Et merci pour l'accueil. Ça va, vous n'avez pas trop chaud? Un peu, hein? Sentez-vous libre de vous aérer, de vous balader, de revenir. Moi, je suis allé écouter dans le couloir, on entend super bien pour voir les slides, c'est pas pratique. Les émotions en classe, les émotions à l'école, l'avantage de cette thématique, c'est qu'elle est assez universelle. Je pense que si je vous demande vos souvenirs d'école,
C'est quoi vos souvenirs d'école? Pour certains, c'est plus ou moins loin, on est d'accord. Mais les souvenirs d'école, en général, ils sont teintés d'émotions. Moi, en tant que bon prof de PS, les parties de foot à la récré avec les copains, les gossips, les ragots à la sortie des toilettes ou derrière le garage à vélo. Peut-être aussi la relation avec les profs. On ne les aimait pas, les profs. Il y en avait certains, il fallait se les farcir. Leurs cours, ils étaient ennuyants. Bon, il y en a d'autres qu'on adorait quand même. Ça passait bien. Ils nous aimaient bien. Ils étaient sympas avec nous. Et puis, la relation à la matière, qui n'a pas eu mal au ventre avant une interro qu'il n'avait pas révisée, qui n'a pas tremblé en ouvrant la boîte aux lettres avec son bulletin qu'il fallait faire signer par les parents, en sachant très bien qu'on n'était pas forcément au summum du travail ce semestre. Des présentations à l'oral, de la fierté aussi, et du soulagement quand on a une bonne note. Bref, l'école, c'est un lieu d'émotion. On est constamment baigné dans les émotions. Alors les émotions, bien sûr, elles servent à forger l'individu, elles servent à son développement. On peut les aborder sur le côté du bien-être. Et puis on peut les aborder aussi sur le côté des performances scolaires et des apprentissages scolaires. Dans la littérature, on trouve plusieurs types d'émotions, des émotions qui sont sociales. On en a parlé aussi avec Céline tout à l'heure, et on a vu la dimension émotionnelle dans les groupes collaboratifs. On a des émotions qui sont liées aux objets. Je vous invite à aller faire un petit tour en classe au moment de la dissection du cœur de bœuf ou de quelques pauvres grenouilles qui passent par là. Il y a aussi une forme d'émotion. Il y a deux émotions qui sont un petit peu plus étudiées dans la littérature que je parcours. C'est les émotions épistémiques, la curiosité, la confusion par rapport à un objet d'étude qu'on nous propose et qui nous pousse soit à lâcher l'affaire, soit au contraire à aller explorer des nouvelles connaissances et des nouvelles informations. Ça, c'est pour les émotions épistémiques. Et puis, il y a les émotions d'accomplissement. Par rapport à la tâche, par rapport au résultat de la tâche, est-ce que je me sens fier, honteux, anxieux, ou au contraire impatient de réaliser tel ou tel objet? Donc, quoi qu'il en soit, on est toujours autour de ces questions émotionnelles, et puis on se doute bien que ça joue un petit peu, comme je vous le disais, autour des performances scolaires. Et dans les performances scolaires, on a effectivement des données. Ici, une référence de méta-analyse de Camacho-Morles sur 68 études. Normalement, la référence, elle est juste là en bas. Vous l'aurez sur le slide. Toutes les références sont cachées là en dessous, donc vous les aurez sur la version finale. Mais dans cette méta-analyse sur 68 études, on montre que les émotions, elles sont corrélées modérément, mais corrélées tout de même de façon significative, avec la performance scolaire. La joie augmente significativement le niveau de performance scolaire, à l'inverse de l'ennui et de la colère. Ça, c'est la surprise, la curiosité. Donc, on a tout intérêt à un moment à prendre en considération ces questions émotionnelles si on veut soutenir la performance des élèves. Et on sait que soutenir la performance des élèves, derrière le philanthropisme de « on va leur apprendre à être heureux », on a beaucoup de collègues qui sont quand même plus sensibles à ce discours de dire « ils vont avoir des bonnes notes à la fin, ils vont bien apprendre ». Si on regarde au niveau des processus modérateurs de cette relation entre l'émotion et la performance scolaire, eh bien, la littérature, notamment les travaux de Pécreux ou de Goetz, nous montrent ici plusieurs pistes, plusieurs leviers. Quand on a des émotions plutôt agréables, curiosité, une émotion épistémique, mais aussi du plaisir, de la fierté, de l'espoir, en fait, ça déclenche une relation à la situation, une relation à la tâche, qui est un petit peu de l'ordre de l'émotion d'approche. J'ai envie d'y aller, j'ai intérêt à y aller, je vais y consacrer des ressources. Et donc, on a ici des stratégies de travail qui sont plus pertinentes, des stratégies d'autorégulation et de persistance dans la tâche qui sont plus soutenues, de l'allocation de ressources attentionnelles et cognitives qui sont davantage soutenues également. Et tout ça, ça contribue à faire en sorte que les performances scolaires s'améliorent. C'est un autre avantage aussi, c'est que plus on vit des émotions positives, plus ça permet d'effacer le souvenir d'émotions négatives qui ont été vécues auparavant et d'engager ainsi des cercles un petit peu vertueux. À l'inverse, quand les élèves vivent de la colère parce qu'ils ont été un petit peu en clash avec un de leurs enseignants, quand ils vivent trop d'anxiété, l'ennui est quand même une émotion largement répandue chez les élèves, de la honte aussi parfois, et ben, ces émotions désagréables poussent à une motivation d'évitement. On fait tout pour s'extraire de cette situation désagréable, plus ou moins consciemment ou plus ou moins inconsciemment. On essaye
prioritairement de sauver un petit peu son ego, de sauver la face. On essaye de s'en sortir en adoptant des stratégies de travail un petit peu plus superficielles, en trichouillant un petit peu de temps en temps parce que j'avais pas envie de m'y mettre et puis il va quand même falloir que je la fasse, cette évaluation, donc il faudra quand même que je m'en sorte. Et puis, avec une diminution de l'attention, davantage de rigidité cognitive, c'est-à-dire moins de capacité à trouver par soi-même les solutions. Bref, c'est quand même néfaste. Ça baisse les performances scolaires, ça diminue la réactivité au positif. Alors, par contre, ce qu'on nous dit, c'est que les émotions négatives, ça a un effet activateur à court terme. Quand je suis enseignant et que je crie sur mes élèves, tout d'un coup, ça les réveille, et puis pendant 5 minutes, ils se mettent au boulot. Mais c'est une stratégie très court-termiste, et on sait que ces effets sont profondément délétères pour l'apprentissage et pour la motivation des élèves. Pour finir un petit peu ce tour d'horizon introductif, on a aussi dans la littérature des éléments qui ont montré des effets de réciprocité. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la situation ici et maintenant, mais c'est une situation projetée dans le temps et projetée dans l'espace social. Premier effet de réciprocité, la réciprocité entre les émotions d'un côté et l'environnement scolaire de l'autre. Quand vous avez un élève qui s'ennuie, qu'est-ce qu'il va faire, l'élève qui s'ennuie ? Il va s'ennuyer un peu, et après il va tourner la tête, il va dire « Tiens, il y en a un qui est comme moi. Je vais aller le distraire un peu. On va commencer par faire un jeu. Et puis comme on est deux et qu'il nous faut un troisième, on va se tourner avec celui qui est derrière. Et puis on va faire du bruit. Donc l'enseignant, ça va l'énerver. Donc il va rigidifier un petit peu sa pédagogie. Donc il y en a d'autres qui vont se sentir un petit peu plus exclus, avec des situations désagréables. Et bref, vous l'avez compris, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe, où les émotions de quelques-uns, par contagion émotionnelle auprès des élèves, par contagion émotionnelle auprès du prof, créent un environnement de travail, une situation émotionnellement défavorable aux apprentissages scolaires. Effet de réciprocité. Et puis, ça s'entraîne, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Deuxième effet de réciprocité qu'il faut être capable d'identifier, ou dont il faut avoir conscience quand ça se produit pour le repérer, c'est la réciprocité entre les émotions et les apprentissages. J'ai une émotion négative, de l'anxiété, je perds un petit peu mes moyens, je rate le test, j'ai une mauvaise note, je ne suis pas très fier, je suis un peu honteux. Je vais retourner dans la situation, je vais être encore un petit peu moins stable émotionnellement, encore un peu plus inquiet. Je vais à nouveau rater, etc., etc. Et c'est de cette manière, Goetz nous explique, c'est de cette manière que se construisent des croyances émotionnelles. Moi, je sais qu'en maths, je suis fichu. Je ne peux pas m'en sortir. Donc ça ne sert à rien que je bosse, puisque de toute façon, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Je sais par contre qu'en EPS, là je suis bon, je suis fort, je marque des buts, donc là ça va aller, donc j'y vais avec plaisir, etc. Et au fur et à mesure du parcours des élèves, se construisent ici des croyances émotionnelles qui péjorent ou qui soutiennent la réussite dans les différentes branches. Et souvent, ces croyances émotionnelles, il faut une rencontre avec un enseignant pour qu'on change un petit peu le regard, pour qu'on puisse avoir d'autres éléments qui viennent contrecarrer ces croyances émotionnelles et qui permettent de les redéfinir. Et c'est ça aussi qui fait l'importance de la relation avec l'enseignant. Donc, si je résume, on vit tous des émotions. Il y a particulièrement des émotions aussi liées aux apprentissages scolaires, les émotions épistémiques, les émotions d'accomplissement. Ces émotions, elles sont centrales dans la performance scolaire. Parce qu'elles déclenchent des motivations, parce qu'elles déclenchent des stratégies de travail, parce qu'elles déclenchent des capacités de recrutement des ressources cognitives. Et c'est d'autant plus important que ça ne concerne pas un individu à un moment M, ça concerne un individu qui va contaminer plein d'individus dans un sens ou dans l'autre autour de lui ou autour d'elle. Et ça concerne aussi l'individu avec lui-même dans le temps qui va s'inscrire dans cette perspective émotionnelle de relation à une discipline scolaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, super, moi, qu'est-ce que je fais? Comment je gère ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec toutes ces émotions de mes élèves? Moi, je n'ai pas été formé à ça, j'ai été formé en didactique, pas à la psychologie de l'enfant. Comment je fais? 3 stratégies que j'ai envie de vous proposer sur cette courte présentation. Donc, je vous le dis tout de suite, ce sera une présentation de 3 stratégies rapides. Il faudrait avoir 3 heures pour rentrer dans chacune de ces stratégies, mais peut-être que ça donnera quelques éléments, et en tout cas, ça nous permettra d'en discuter sur le reste de la journée si ça vous intéresse. Première stratégie, ce serait... Puisque les émotions sont importantes, comment on peut se débrouiller pour générer des situations qui soient émotionnellement favorables? Comme ça, il n'y a pas de problème. Si la situation est émotionnellement favorable, l'élève il va s'engager, il va apprendre, il va être content, ça va faire une contagion positive, cercle vertueux, on s'en sort bien. C'est pas si simple.
de recruter 25, 30 élèves pour leur faire vivre une expérience émotionnelle favorable tout le temps, et on n'y arrive pas toujours. À un moment, c'est aussi un peu à l'élève de faire le chemin. On ne peut pas toujours aller le chercher et le prendre par la main. Donc peut-être que développer les compétences émotionnelles des élèves, développer leur capacité de régulation, d'autorégulation, de résistance aux émotions négatives et de sensibilité aux émotions positives, eh ben ça peut être une stratégie gagnante aussi. Donc je crée des situations émotionnelles, je développe les compétences émotionnelles des élèves, et puis pour tout ça, on sent bien que moi, je ne suis pas complètement étranger à la situation, il y a un effet de modeling, il y a un effet de mes propres émotions, parce que quand on parle des émotions en classe, peut-être que l'enseignant, l'enseignante existe aussi au milieu de tout ça et a lui-même ou elle-même certaines émotions. Comment j'arrive à gérer mes propres émotions pour pouvoir mieux accompagner les élèves? Les 3 points que je vais essayer de parcourir avec vous le plus rapidement possible, mais, comme on dit en Suisse, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Créer des situations émotionnellement favorables. Là, je vais revenir sur un modèle, c'est le modèle contrôle-valeur de Pécreux, la CVT, la théorie contrôle-valeur, qui dit que finalement, l'émotion, qui rappelle que l'émotion, c'est une évaluation spontanée de la situation. La situation que je suis en train de vivre, est-ce qu'elle est bonne pour moi et est-ce que je peux la gérer? C'est un petit peu ça le contrôle et la valeur. La valeur, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai un intérêt à bouger, à faire quelque chose? Et le contrôle, c'est, si c'est intéressant, est-ce que je peux gérer la situation par moi-même ou est-ce que je peux gérer les conséquences de la situation sur mon ego? C'est ces évaluations spontanées qui sont faites par l'élève. Dans quelle mesure, nous, dans les situations qu'on leur propose, on va pouvoir travailler là-dessus, sur donner un petit peu plus de valeur et donner un petit peu plus de contrôle dans les tâches vécues. Quelques exemples ici. La valeur, si je vais sur un autre système d'évaluation cognitive un petit peu plus précise, un autre système un peu plus précis, qui est celui de Scherrer, c'est défini par les questions: est-ce que la tâche et la situation proposée, elles sont pertinentes pour moi? Est-ce on le voit beaucoup ça, par exemple, avec la ludopédagogie. On fait des caouts, on fait des jeux, etc. Parce que les enfants, ils aiment bien jouer, c'est assez direct, assez spontané, ça leur parle. Donc, est-ce qu'elle est pertinente pour moi et est-ce qu'elle nécessite que je m'engage? 2 questions. Alors bien sûr, on peut passer par la ludopédagogie, on en a beaucoup parlé, c'est très intéressant, mais ce n'est pas limité à la ludopédagogie. Un exemple ici d'une étude de Fogel sur plus de 600 étudiants qui passent un test de culture générale. Vous savez, ces tests de culture G, où on est sûr d'avoir la bonne réponse, et en fait c'était une autre réponse. Oui, c'était pas quelle est la capitale de, et puis j'étais persuadé que c'était une autre ville et des choses comme ça. Donc des questions de haute confiance, je suis à peu près sûr, et puis finalement les réponses sont surprenantes. Et en fait, ces chercheurs ont cherché à voir comment était le lien entre l'émotion générée, notamment la surprise, la fierté, la honte, et ce qui se passait derrière, puisque les étudiants avaient le choix soit de passer à la question d'après, soit de cliquer sur une touche pour en savoir plus et être dans une stratégie d'exploration, avoir davantage d'informations, etc. Et ils se sont rendus compte que quand il y avait davantage de surprise que de fierté ou de honte, eh ben, les étudiants allaient cliquer, allaient rechercher de l'information, allaient dans une stratégie de consolidation de leurs connaissances. Alors que quand il y avait de la fierté, j'ai pas besoin, je connais déjà. Et quand il y a de la honte, je passe vite à la suite, on l'évacue. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Si on prend les recommandations d'une autre équipe de recherche de Muis et collaborateurs, qui a fait une méta-analyse en 2018, ils nous disent, en tant qu'enseignants, on a tout intérêt à créer une culture de la surprise et de la confusion. Plus on va générer de la confusion dans les croyances des élèves, plus on va générer cette culture d'aller argumenter, d'aller discuter, d'aller remettre en question, etc., plus on va pouvoir bénéficier de ces émotions épistémiques de surprise pour déclencher des stratégies d'élaboration derrière. Donc, un exemple ici pour vous dire que sur la valeur de la situation, ça peut bien sûr être la valeur ludique, aller chercher les élèves dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils aiment faire, mais ça peut être aussi aller chercher, à les désarçonner par moments, à les perturber. On connaît bien aussi cette stratégie de la frustration limitée en tant qu'enseignant. Je te fais faire un exercice, « t'es fort, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est machin ?» Et hop, je remets une petite difficulté supplémentaire, je dis « Ah, t'y arrives plus, hein ?» Et à ce moment-là, l'élève, pour retrouver le plaisir et la fierté de la réussite, va aller se réinvestir, etc. À condition que l'échec ne dure pas trop longtemps, sinon il abandonne. C'est une façon de générer ici de la valence particulière, un lien particulier à cette situation. Avec cet exemple de la frustration, j'ai déjà un petit peu anticipé sur la question du contrôle, parce qu'une situation qui a beaucoup de valeur, mais où j'ai zéro contrôle, c'est une situation qui est anxiogène. C'est très important pour moi, mais je n'ai pas les moyens de faire face, ça c'est inquiétant.
Donc comment on va pouvoir ici gérer ce sentiment de contrôle, aider l'élève à répondre favorablement aux questions de est-ce que je suis suffisamment compétent pour relever le défi et est-ce que j'ai les moyens en cas d'échec de minimiser l'impact sur l'image de moi, que ce soit l'image que j'ai de moi-même ou l'image que les autres ont de moi. Un autre exemple ici, sur 121 lycéens et lycéennes qui sont suivis dans différentes matières scolaires, maths, langues, arts, etc., en Allemagne, par Goetz. Et on étudie l'effet du niveau d'exigence des profs. Et on dit qu'un niveau d'exigence insuffisant, un challenge insuffisant sur le niveau de contrôle, en fait, est défavorable aux émotions que les élèves vivent et défavorable à leur engagement. Ça n'a pas de sens, c'est trop facile, je contrôle trop facilement des engagements. Mais ce qu'on ne savait pas, et ce que cette étude montre, c'est qu'un niveau d'exigence excessif génère aussi une sensation de perte de contrôle. Je ne vais jamais y arriver. Et la conséquence de ça, au niveau émotionnel et au niveau motivationnel, c'est de dire je ne vais plus m'investir. Ça ne sert à rien de toute façon, j'y arriverai jamais. Et je suis sûr que pour ceux qui ont des enfants, un jour ou l'autre, vos gamins, il est rentré et dit de toute façon, j'y arriverai pas. De toute façon, le prof, il m'aime pas. De toute façon, c'est pas possible. Donc ici, la recommandation, c'est de travailler sur la sensation, le sentiment de compétence de l'élève, lui montrer que de temps en temps, il y arrive, faire vivre des réussites, challenger cette réussite pendant un petit moment, pour le mettre en situation de rechercher ce contrôle-là, et puis lui permettre de grandir et de s'investir au fur et à mesure avec ces stratégies-là. Soutenir la valence, soutenir le contrôle, c'est un petit peu travailler sur la tâche pour créer des situations émotionnelles. Travailler sur la tâche, c'est bien, mais la situation, c'est pas que la tâche. C'est la tâche et les acteurs et le contexte qui sont dans cette situation. Donc, une troisième perspective, dans créer des situations émotionnelles, c'est travailler sur la relation enseignant-élève, travailler sur le soutien qu'on va apporter à nos élèves, notamment le soutien émotionnel. On a du soutien instructionnel, on lui donne des consignes, des conseils, etc. Et puis il y a le soutien émotionnel, on l'encourage, on minimise la perspective de l'échec ou la perspective, on maximise la perspective de la réussite. Ici encore, une petite méta-analyse sur le lien entre la relation, le type de relation entre l'enseignant et l'élève et l'émotion générée. Alors, si vous le voyez, deux types de relations qui sont étudiées. La communion perçue, c'est la chaleur, la proximité relationnelle, une relation soutenante au niveau émotionnel. Et puis l'agence, c'est l'exigence, le pouvoir de l'exercice de l'autorité, le contrôle, etc. Quand on compare ces deux stratégies, on se rend compte qu'au niveau de l'élève, le niveau de communion perçue est lié directement au niveau de plaisir et à la diminution de l'anxiété. Quand j'ai un prof qui est proche de moi, qui me soutient, qui me comprend, eh bien, je suis moins anxieux et je prends davantage de plaisir. Également au niveau de la classe, ça fonctionne. Si on a un prof qui, avec nous en tant que classe, nous soutient, nous encourage, eh bien, on est moins stressé et puis on prend davantage de plaisir à vivre cette situation scolaire. Au niveau de l'agence, ce qui est un petit peu intéressant, c'est qu'intuitivement, on dit un prof qui nous met la pression, ça va pas, on l'aime pas. Hein. Mais en fait, s'il ne met pas suffisamment la pression, ça dépend comment on met la pression, mais s'il n'est pas suffisamment exigeant, en tout cas, devrais-je dire, eh ben, ça ne génère pas d'émotions positives et ça ne combat pas les émotions négatives. Un prof qui est suffisamment structurant, suffisamment exigeant au niveau des apprentissages scolaires, génère aussi du plaisir. Par contre, ça devient peut-être également plus angoissant au niveau de la classe, où il y a ce sentiment que là, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi, il faut quand même être sérieux dans la relation avec cette matière et avec cet enseignant en particulier. Donc en jouant sur la communion ici et sur l'agence, dans le soutien qu'on propose, on peut aussi créer des situations émotionnelles, et ça ne veut pas dire que c'est l'élève qui va faire ce qu'il veut, et que ça va être chaotique, et qu'on va soutenir quoi qu'il se passe. Soutien, oui, soutien des comportements adaptatifs, mais quand même un niveau de demande qui est suffisamment élevé. Et en dessous, vous avez, au niveau de l'élève, au niveau de la classe, la part de la variance dans les émotions perçues par les élèves ou par la classe, qui est liée à la relation entretenue avec l'enseignant. Donc, au niveau individuel, il y a 33% de la variance des émotions qui est directement liée à la relation qu'on entretient avec l'enseignant. Au niveau de la classe, notamment par le jeu de la contagion émotionnelle, il y a 80%, en Suisse 80%, c'est presque les mêmes chiffres,
de la génération du plaisir qui sont liés à cette relation pédagogique. Donc, les enseignants, les enseignantes ont un rôle premier, central, dans la constitution des situations émotionnelles vécues par leurs élèves. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais il y a une deuxième stratégie dont je vous ai parlé, c'est de développer les compétences émotionnelles des élèves. Alors là, je passe assez rapidement sur le fond, sur les objets. C'est quoi les compétences émotionnelles des élèves? Souvent, on se réfère au modèle de Moira Mikoladjak en 2 temps. Premier, sur les objets. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Quels sont les leviers? Il faut apprendre à identifier, comprendre et exprimer ses émotions et être capable d'identifier, comprendre et entendre l'expression des émotions d'autrui. Donc c'est à la fois pour soi-même comme pour les autres. Et puis, une fois qu'on a caractérisé ces émotions avec identifier, comprendre, exprimer, il faut être capable de les réguler, voire de les utiliser. Se rappeler quand on avait une situation de confiance, revivre cette émotion pour être davantage adapté sur le prochain test de maths qu'on va faire dans 5 minutes. Identifier, comprendre, exprimer, réguler, utiliser, c'est des objets. Mais ces objets, ils doivent se traduire en compétences. Qu'est-ce que c'est que le modèle de la compétence? C'est le modèle tripartite. C'est bien sûr des connaissances. Je dois comprendre comment ça fonctionne, les émotions. C'est des capacités. Je dois être capable de réguler mes émotions. Et puis au-delà de ça, c'est des dispositions. Je dois avoir envie de réguler mes émotions. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on vous a fait une queue de poisson en voiture, vous savez ce que c'est que la colère. Vous savez réguler votre colère, mais vous n'étiez pas dans la disposition de ne pas baisser la fenêtre et d'insulter gracieusement la personne qui est passée devant. Donc, il faut être capable ici de jouer sur ces dispositions. Et là aussi, on avait parlé ce matin dans la conf de Damien sur le modeling, le rapport avec l'enseignant, la norme sociale de la classe sur le travail autour des émotions est important. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Alors, comment on va développer ça? Je ne vais pas vous faire en 5 minutes l'ensemble des programmes de développement émotionnel. Rebecca, elle me regarde déjà avec des grands yeux. Je suis à peu près à la moitié, t'inquiète pas, ça avance. Vous avez effectivement plein de bouquins avec des conseils pédagogiques. Il y a beaucoup de Rebecca Shankland dedans, donc c'est que ça fonctionne plutôt bien. Et là, vous avez des ressources avec des outils pour pouvoir travailler sur ces compétences émotionnelles. Mais on l'a vu, les outils, c'est pas tout. Il y a aussi un accompagnement de ces outils. Une disposition de l'enseignant à avoir et peut-être une historicité dans la classe qui nous permet d'exprimer nos émotions, de créer un cadre autour de ça, et puis d'utiliser progressivement d'abord des pratiques formelles, c'est-à-dire des pratiques, des exercices qu'on va faire tous ensemble, et puis progressivement des pratiques informelles où l'élève, en fonction de ses ressentis, il va pouvoir s'adapter sur tel et tel type de régulation. Alors là, c'est le moment un petit peu auto-promo parce que je vous parle d'un projet qu'on fait à la HEP avec des collègues et ça tombe bien, on rentre en phase pilote. Donc s'il y a des équipes qui ont envie de tester ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Un projet de développement intégré des compétences émotionnelles, on en a parlé ce matin. Ici, ce n'est pas intégré au niveau didactique, mais c'est intégré dans la vie de la classe où on va repartir à partir des émotions que vivent les élèves au fur et à mesure de la journée, et puis on va les aider à l'identifier, comprendre, exprimer et réguler, avec 2 premières semaines sur travailler à la caractérisation des émotions, avec des outils par exemple comme des mood meters, c'est des éléments ou des réglettes émotionnelles, c'est des éléments que vous avez sans doute vu passer à un moment ou à un autre, et ensuite sur les 6 semaines suivantes, à raison de différentes pratiques, toutes les 2 semaines, travailler sur les régulations somatiques des émotions, travailler sur les régulations attentionnelles des émotions, travailler sur les régulations cognitives des émotions pour leur donner un panel d'outils pour s'activer quand on est un peu raplapla et qu'on s'ennuie, comment on se remobilise, ou pour se désactiver, se calmer quand on est un peu pris par ses émotions pour revenir à un niveau un petit peu plus normal. Ça, c'est mon mail, si ça vous intéresse. Vous pouvez me contacter et puis on peut essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est fini pour l'autopromo. Non, j'ai pas fini. Dernier point, développer nos compétences émotionnelles. J'ai 2 slides et j'arrête. Je vous ai dit qu'il y avait des émotions chez les enseignants aussi. Évidemment, ça joue. On prend la méta-analyse de Chen. Nos émotions, ça joue bien sûr sur notre bien-être et notre motivation à travailler. Ça joue sur la qualité de notre enseignement et de notre gestion de classe. Nos émotions à travers notre bien-être et la qualité de gestion de classe, ça joue sur l'apprentissage des élèves et leur réussite. Et puis, par contagion, notre propre bien-être impacte le bien-être des élèves. Donc si on veut créer des situations émotionnelles, on peut travailler aussi sur nos propres situations, sur nos propres compétences socio-émotionnelles. On sait que quand on travaille sur les compétences socio-émotionnelles des enseignants,
eh ben, non seulement ça développe leurs compétences émotionnelles, ça développe leur bien-être, ça diminue leur détresse psychologique, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça a une répercussion directe sur le climat de classe. Attention, on est aussi sur une hétérogénéité des données, ça nécessite une consolidation, mais c'est quelque chose, une perspective qui est intéressante. Je vais passer celui-là parce que Durlac, vous l'avez déjà vu en long, en large, en travers, mais intérêt que ce soit les enseignants directement qui mènent aussi ces programmes de formation dans la classe pour leurs élèves, parce que ça maximise les bénéfices, notamment autour des attitudes prosociales, de la détresse émotionnelle et de la réussite académique qui nous intéresse aujourd'hui. J'en finis sur cette slide de conclusion. Vous avez peut-être reconnu le modèle de la classe prosociale de Jennings et Greenberg, ou pas. Les quelques-uns qui sont dans la recherche l'ont reconnu, c'est un grand classique. Et en fait, si on regarde, je dois vous faire un aveu, j'ai un petit peu... je me suis reposé beaucoup sur ce modèle parce que dès lors qu'on veut travailler sur les apprentissages académiques, il faut créer un climat serein de classe. Autrement dit, il faut créer une situation socio-émotionnelle favorable. Et pour créer une situation socio-émotionnelle favorable, eh bien, il y a travailler sur la situation au niveau de la gestion de la classe, travailler sur la qualité de la relation enseignant-élève. On peut travailler aussi sur le développement des compétences émotionnelles des élèves. Et puis, pour bien réussir à mener tout ça de front, eh ben, on a intérêt à développer les compétences socio-émotionnelles des enseignants. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation très complète. Est-ce qu'il y a une question avant la pause et avant que tout le monde ait fondu sur son siège? Non. Sinon, on peut en profiter pour en parler pendant la pause. Donc on va faire 15 minutes de pause. Ensuite, vous retrouvez en atelier jusqu'à 16h20. Et 16h20, on se retrouve dans les amphis pour les dernières conférences. Merci à vous. Merci Nico. J'ai fait tellement long. Ah, non. Ah ouais, 25 minutes. Ah merde. Je fasse plus court. Ça t'allait ? Je descends.